Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire proposé par la CCI de la Drôme. Nous serons une quinzaine de personnes, donc j'espère que tout le monde arrive à bien se connecter. A priori, il manque encore quelques personnes, mais je vais faire une petite introduction le temps que tout le monde arrive. Donc, je me présente Agnès Ballonia de la Chambre de commerce et d'industrie de la Drôme. Je suis conseillère environnement et c'est moi qui vais animer ce webinaire consacré aujourd'hui à l'intégration du risque Covid sur le long terme dans le fonctionnement de sa structure. Pour traiter ce sujet, nous avons deux experts de la gestion des risques du cabinet Ariscan. Donc, nous accueillons Jean-Marc Ducousseau, bonjour. Bonjour Agnès. Et Jacques Roux, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Donc, avant de commencer la présentation proprement dite, je vais vous donner quelques éléments pratiques. Donc, déjà, il est normal que tous vos micros soient coupés. Si vous avez des questions à poser, donc utilisez le chat pour les poser par écrit. Normalement, c'est un menu qui s'affiche à droite de votre écran. Bien évidemment, le support complet vous sera envoyé suite à la présentation d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un webinaire qui est enregistré, donc nous vous enverrons également le lien vers la vidéo pour la regarder en replay si besoin. Et puis, à la fin de ce webinaire, nous prendrons quelques minutes avec mes collègues pour vous proposer de faire un point sur les formations et les outils proposés par les CCI au service des entreprises. Voilà, j'ai fait le tour des côtés pratiques. Il est 14h06. Nous avons une douzaine de participants. Bah, écoutez, je vous propose qu'on attaque. Jean-Max? On y va. Bonjour à chacun, chacune. Mais on s'est réparti les rôles avec Jacques Roux. Donc Jacques Roux va vous présenter la société Ariscan, le déroulé du webinaire. Et après, on vous présentera, on va jouer sur un jeu de questions-réponses. Je te passe la parole, Jacques. Ok, merci Jean-Max. Merci Agnès. Bonjour à toutes et tous. Donc, aujourd'hui, Édouard Philippe a failli nous voler la vedette. Donc, merci d'être venu quand même. Alors, je vous présente Ariscan. Attendez, on va changer de… Voilà. Donc, Ariscan, société de conseil qui est basée à Lyon, qui a été créée par 3 consultants en 2012, dont le métier est d'accompagner les structures dans des démarches de management global des risques pour améliorer les performances. Donc, nous sommes au total 6 consultants, donc 4 associés, 2 salariés, dont un commercial, et 4 partenaires de cabinets qui nous accompagnent sur des missions ponctuelles dans lesquelles, qui sont complémentaires à nos domaines de compétences. Donc, on a une capacité de 11 consultants dans le cabinet. Alors, nos profils nous permettent de répondre à peu près à tous les enjeux de l'entreprise parce qu'on a tous occupé auparavant des postes opérationnels dans l'industrie ou les services, donc techniques au départ et ensuite de manager. Donc, il y a eu certains ont été en direction de production, ressources humaines. Alors, aujourd'hui, nous serons 2, donc moi-même, Jacques Roux, qui est plus en charge de développer l'activité sur la région Centre-Val de Loire, Île-de-France et Grand Est. Et puis Jean-Max Ducousseau, qui est un des cofondateurs, un des 3 à l'initiative d'Ariscan, voilà, qui lui est à Romans sur Isère, et donc dans la Drôme, sur la région Haut-Rhin. Donc, le principe de ce webinaire qu'on veut assez, comment dire, rythmé, puis dans l'échange, c'est un jeu de 10 questions-réponses pour apporter un éclairage sur les interrogations qu'on peut se poser aujourd'hui, comment faire évoluer l'organisation, comment maîtriser le contexte managérial, les sélections des actions, l'élaboration d'un plan de continuité et au final, créer les opportunités pour l'avenir. Donc, on en a pour une bonne trentaine de minutes.
et puis ensuite un temps d'échange, de témoignage, de questions aussi complémentaires, de débat entre vous, si vous le souhaitez. Voilà, et donc si vous avez des questions qui vous viennent, voilà, comme le disait Agnès tout à l'heure, n'hésitez pas à lui laisser des messages sur le chat de manière à ce qu'elle en fasse la synthèse. Alors, juste une précision aussi, on va vous montrer des diapositives donc, où on pose les questions, sachant que dans la version qu'on va vous transmettre en PDF, vous allez retrouver ces diapositives et vous allez retrouver une diapositive avec la synthèse de ce que Jean-Max va vous expliquer. Alors, on le verra concrètement sur la question 6, parce que là, on va avoir besoin d'un appui visuel un peu différent. Voilà, donc on peut commencer. Jean-Max, explique-nous de quoi est composée cette crise, parce qu'elle est mondiale d'une part, et puis elle est aussi différente de ce qu'on a pu connaître au niveau mondial. Alors je repasse précédemment en 2000 l'éclatement de la bulle Internet, les subprimes en 2008. Après, il y a eu d'autres catastrophes type la centrale nucléaire au Japon ou d'autres catastrophes, mais celle-ci a la particularité d'être mondiale. Donc, si tu peux nous expliquer en quoi cette crise est différente des autres crises. Alors, effectivement, d'abord, on est au cœur de notre métier. Et donc, cette crise que l'on vit, elle a deux dimensions. Elle a une dimension d'abord sanitaire, avec quelque chose de relativement inédit, parce que, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais le virus est mal connu. Les protocoles de soins ne sont pas totalement maîtrisés. Tout en soignant, on fait encore de la recherche. Il n'existe pas de vaccin. La dangerosité du virus est incertaine. On ne sait pas quand le risque va prendre fin et dans quelles conditions. Donc ça, c'est un premier point et un premier danger, une première menace qui est la dimension incertaine de la maladie apportée par le Covid-19. Eh bien, pour faire face à cette maladie, à cette pandémie, alors, c'était l'instantanéité, l'instantanéité de développement de cette épidémie, d'où le mot pandémie, mais en quelques mois, quasiment le monde entier va se retrouver concerné par cette maladie. Et à l'image des Chinois, qui ont été les premiers exposés, on a choisi de faire en sorte de réduire le flux de malades nécessitant de la réanimation dans les hôpitaux. Donc, pour ce faire, il fallait éviter une contamination trop rapide des populations. Et donc, l'action qui a été mise en place pour contrer ce risque, ça va être le confinement. Et ce confinement va se traduire par un arrêt de l'activité, hormis les activités de soins et de services à la personne et des infrastructures essentielles à la vie quotidienne. Donc, toutes les autres activités vont s'arrêter. Donc, les conséquences sur les marchés sont gigantesques, puisqu'on a encore des annonces. On a annoncé aujourd'hui à 13h un nombre de chômeurs très, très important qui arrive à Pôle emploi. Et par ailleurs, cette crise, elle va affecter aussi bien le domaine privé que le domaine public. C'est pour ça que nous, on préfère utiliser le mot structure, d'impact sur les structures, parce que tout est interconnecté. On ne peut pas isoler une entreprise privée du domaine public et inversement. Et donc, cette deuxième menace, deuxième élément de la crise, c'est effectivement cet arrêt de l'économie avec une reprise qui va pas être instantanée, et on va en parler dans les questions suivantes. Merci pour cette introduction. Est-ce que tu peux nous détailler les incertitudes? Tu parlais d'incertitudes au départ. Est-ce que tu peux nous détailler ces incertitudes? Qu'est-ce qu'il est dans notre métier de gestion des risques, le mot incertitude, et on l'utilise souvent, et le problème, c'est qu'on est aussi incertain sur l'incertitude. Donc, ce qui se passe, c'est que la sortie du confinement,
Donc le processus de déconfinement a un corollaire, c'est un risque d'augmentation de la circulation du virus. En ce moment, quand on écoute les chiffres en France et dans d'autres pays, on s'aperçoit que la sortie de crise se fait plutôt bien, ce qui veut dire que les gestes barrières, les mesures mises en œuvre sont appliquées, peut-être aussi pour une partie des populations la crainte de sortie, le transfert d'une partie de l'activité dans le collectif du bureau, dans le collectif de l'entreprise, qui est transféré dans les... excusez-moi, j'ai perdu le fil. Chez les personnes, chez les salariés. Alors, on a mis en place des freins, hein, les États mettent des freins, donc on va effectivement surveiller les personnels et repérer très rapidement les personnes malades, repérer les gens en contact avec ces personnes malades. Et là, effectivement, il y a une procédure qui dit on isole à nouveau ces personnes. Au lieu d'isoler toute la population, on isole des groupes de personnes qui peuvent effectivement être absentes jusqu'à 28 jours pour quelqu'un qui démarrerait la maladie à la fin de la première quatorzaine. L'autre aspect, deuxième incertitude, c'est effectivement l'incertitude du marché. L'arrêt de l'activité, les restrictions apportées par les mesures qui accompagnent le déconfinement perturbent fortement l'activité économique. Hein, il est difficile aujourd'hui d'avoir une activité tout de suite à 100% quand on doit respecter des distances, quand on doit respecter des circulations, quand on doit se désinfecter, etc., etc. Et donc, cela se traduit, ce démarrage lent, par une chute de carnet des commandes, et quasiment toutes les activités sont touchées, et donc une partie de l'activité des entreprises est en suspens. Et donc, le redémarrage qui arrive, hein, cet redémarrage, eh bien, on va rester pendant quelques semaines, si ce n'est quelques mois, dans une situation de survie de l'entreprise. Alors, du fait, tout à l'heure, le Premier ministre va communiquer sur la seconde partie du déconfinement. Quelles vont être, selon toi, les conséquences managériales et sanitaires, justement, à intégrer dans cette partie du déconfinement? Alors, au niveau de la direction d'une entreprise, on est face à cette incertitude liée aux conséquences de cette crise sanitaire. Donc, le déconfinement, je le disais tout à l'heure, bouleverse les relations sociales, mais également, à partir du moment où on déconfine, je vais l'aborder, il y a la peur d'être malade. Et non seulement la peur pour soi-même, mais la peur pour ses proches, pour ses amis, pour sa famille. Et cette peur, elle est favorisée par le focus sur la mortalité, qui, elle, est très faible, mais est significative. Enfin, je veux dire, par rapport à ce risque-là, on est dans une perception de risque par la peur plus qu'une perception de risque dans le rationnel. Mais l'irrationnel fait partie de l'enjeu. Donc la question en tant que dirigeant, ça va être de se dire, mais comment vont se porter mes collaborateurs, tant dans la mise en œuvre des gestes barrières, c'est-à-dire un risque qu'on ne vérifie pas dans la proximité, en général, a pour conséquence d'avoir une veille qui s'affaiblit. Donc, comment cette veille continue, comment je continue à obtenir au niveau de mes équipes la mise en œuvre des protocoles de prévention des contaminations, mais aussi qu'est-ce qui se passe quand l'un d'eux déclare la maladie et entraîne de la mise en quarantaine d'une partie de ses collègues, sans compter que cela atteindra leur famille, leurs amis, et éventuellement on peut avoir parmi eux une conséquence grave. La question en tant que dirigeant, est-ce qu'ils vont revenir travailler chez moi? Avec quelle confiance? Est-ce que je pourrais trouver du personnel pour les remplacer? Et puis également, ma légitimité de dirigeant. Ça veut dire effectivement que je n'ai pas su piloter, manager et garantir un niveau de sécurité
suffisant à mes salariés alors qu'ils l'attendent. Voilà un point qui est crucial à aborder dans une démarche de pilotage de la sortie de crise. Alors effectivement, la position du dirigeant n'est jamais simple. Quand il réussit, on l'accuse de gagner de l'argent sur le dos des clients ou des salariés. Quand il est en échec, c'est une mauvaise gestion. Il y avait un post sur LinkedIn ce matin qui était très intéressant, donc je vous l'ai recopié à la fin de la présentation. Vous allez le retrouver. Quelles sont les conséquences économiques sur le long terme? Non, tu viens à la 3, s'il te plaît. Ah, pardon. Voilà. Quelles sont les conséquences? 4, ouais, 4, pardon, on est à la 4. Voilà. Quelles sont les conséquences donc pour la structure? Alors, vous voyez que même quand on prépare, il y a des moments où on fait des erreurs. Donc à ce stade, au niveau des conséquences économiques, il ne faut pas seulement penser au secteur privé, parce que les conséquences au niveau du secteur public sont aussi redoutables. Ce qu'il faut avoir présent à la question quand on analyse le risque, quand on l'évalue, c'est que l'entreprise existe par son marché. Sans marché, il n'y a pas d'entreprise. Et une des conditions du marché est sa capacité financière. Or, le marché vient de subir, ou subira à nouveau, une quasi-fermeture. Donc, le seul secteur qui en profite, on l'a entendu quand vous écoutez les différentes sources d'informations, c'est l'épargne. On a mis beaucoup d'argent de côté, du moins, pour ceux qui en ont les moyens. Et donc, c'est seulement une partie de la population. Donc, pour autant, la reprise ne sera pas instantanée, puisque on voit bien, si je reprends l'exemple de l'aéronautique, à partir du moment où les frontières sont fermées, où on ne voyage plus, on n'a plus d'avions qui circulent, n'ayant plus d'avions qui circulent, eh bien, les compagnies d'aviation, les compagnies aéronautiques ne gagnent plus d'argent, ils n'enregistrent plus de recettes. Comme pour les entreprises automobiles, les concessionnaires sont fermés, les concessions sont fermées, il n'y a plus de vente. Donc, à partir de là, j'ai un marché qui s'éteint. Donc, comment je vais me retrouver dans cette situation particulièrement difficile, dans laquelle, effectivement, je vais avoir quelques solutions. Nous-mêmes, on en a profité puisqu'on a un prêt garanti par l'État qui va nous permettre de passer cette crise, je pense, pour 1 an et demi, parce qu'on a fait un peu de gestion de risque avant d'en parler pour les autres. Mais l'enjeu pour nous, c'est effectivement dans cette situation où mes recettes vont me manquer, qu'est-ce que je fais? Et comment je vais faire et comment je serai efficace au redémarrage et efficace par la suite. Et par ailleurs, il faut dire, quand on revient au niveau du secteur public, est-ce qu'on aura de l'argent pour entretenir les infrastructures, distribution électrique, distribution téléphonique, les circulations, les axes de circulation, mais aussi sur le plan social. Et notamment, vu qu'il n'y a pas de recettes, les salaires sont exonérés de charges, l'État finance ses charges, mais jusqu'où? Jusqu'à quand? Et la question également va se poser, mais alors de manière encore plus cruciale et plus critique, qui est, est-ce qu'on pourra encore se servir des retraites? Ou du moins, quel niveau de retraite on va pouvoir garantir, sachant que les retraités, dans la situation du baby boom, enfin post-baby boom, sont une population relativement aisée pour une partie, on ne va quand même pas généraliser, et représentent une manne de commerciale, une manne financière qui irrigue le marché. Donc, voilà les points qu'il va falloir prendre en compte, c'est je ne démarre pas tout de suite, je suis dans une situation critique, comment je vais optimiser pendant ce temps de latence une stratégie pour effectivement faire face à ces difficultés économiques. Voilà, là, tu nous dépeins un scénario catastrophe. Personnellement, j'ai envie de fuir sur une île déserte.
Bon, le problème, c'est qu'il n'y a plus d'avions. Oui, parce qu'on discutait effectivement, je peux chercher un peu le paradis, mais le paradis, j'en ai vu un dans les canaux de Patagonie, ça s'appelle Puerto Eden, et même totalement isolé, il dépend des bateaux qui passent 1 ou 2 fois par semaine et qui livrent des denrées. Donc, je dirais, dans le gène d'un dirigeant, on ne cherche pas le paradis, on va effectivement reprendre les rênes, reprendre la dynamique pour effectivement faire face à cette situation. Mais il y a quand même une chose extrêmement importante dont il faut être conscient, c'est que une personne seule, un individu seul, ne peut être un sauveur. La solitude du sauveur est une illusion. Et si on regarde ce qui s'est passé pendant cette période de confinement et la crise que l'on avait en France, on a un ensemble de citoyens qui ont pris des initiatives et qui se sont mis à fabriquer des masques, on a pu créer des respirateurs, on a tout un ensemble d'activités qui montrent que spontanément, les gens se sont donné des challenges en tant que citoyens et ils ont montré la résilience. Donc, c'est un point d'optimisme. Donc, cette résilience, eh bien, il va falloir elle continue. Il va falloir la rentrer aussi à l'intérieur de son entreprise, d'abord avec les gens qui ont pris ces initiatives. Donc, pour le faire, la première étape, eh bien, ça va être de se dire quelles sont les menaces qui pèsent sur ma structure. Mais pour cela, il faut structurer dans la démarche. Alors ça, c'est notre métier. Le métier d'Arriscan, c'est effectivement d'avoir des outils qui permettent de structurer une telle démarche. Ces outils comprennent la mobilisation des acteurs, donc utiliser leur dynamique, identifier les risques que le risque a créés dans chaque processus, parce que chaque processus dans l'entreprise joue un rôle dans la performance, et puis évaluer la criticité de ces risques. Donc pour cela, on a développé un outil Riskless qui permet, une fois qu'on a fait cette première étape, d'imaginer, d'évaluer, de piloter des solutions à mettre en œuvre pour suivre cette période critique. Donc ça, c'est l'immédiateté, la gestion de la crise en tant que telle. Et puis également, le deuxième temps, c'est se projeter dans le futur. Mais toujours collectivement, en se faisant croiser des enjeux, produits, marché, expertise, ressources internes, externes, fidéliser, recruter les futurs collaborateurs, inclure les enjeux sociétaux et environnementaux, parce qu'on ne peut pas les ignorer, même si la crise a un peu détourné le regard sur les aspects de responsabilité sociétale et environnementale. Alors bon, il y a quand même des coins de paradis un peu plus proches que ton île. Hein. Dans la Drôme, il y a Dieulefit, près de Lyon. Alors, si je comprends bien, la situation sera transitoire, c'est ce que tu nous dis. Et qu'est-ce que je vais faire pendant cette période transitoire? Alors, par expérience des accompagnements que l'on fait dans les entreprises, on ne sait pas faire autrement, et que la première transformation, c'est la mobilisation collective, indépendamment des postes occupés par les personnes sollicitées. La plupart du temps, les dirigeants, l'encadrement ignorent ces capacités. Et on n'a pas spontanément en France une forme de mobilisation des acteurs et de libération de la parole et de l'entreprise dans ces démarches. Or, la plupart de l'encadrement, la direction ignore tout un tas de compétences des collaborateurs. C'est-à-dire qu'on a tendance à les regarder comme un objet, comme un engrenage qui fait partie d'un ensemble, mais on ne regarde que le fonctionnement de l'engrenage. On ne regarde pas tout autour ce que le collaborateur apporte de manière spontanée et qui va au-delà des procédures et des modes opératoires. Et ces initiatives qui jouent un rôle dans l'entreprise sont souvent ignorées. Et comme ces gens-là n'expriment pas et ne sont pas mis en position de montrer leur intelligence et d'apporter cette intelligence aux objets de l'entreprise,
eh bien, ils vont le vivre de manière frustrante et démotivante pour leur travail. Alors là, on a un mot qui est quand même clé, qui est comment motiver, hein, démotiver, motiver. Voilà. Donc, ce travail ne va pas s'improviser. Il sera nécessaire de balayer tous les champs d'activité de la structure, ses moyens techniques et humains. Les deux menaces sont à prendre en compte, on l'a dit tout à l'heure. Hein. La structure devient un cluster Covid-19 et l'impact de la réduction du volume du marché sur la marge de la structure. Alors, c'est peut-être le moment qu'on dévoile une des diapositives qui sera dans le… Donc, alors sur cette démarche dont on parlait tout à l'heure, on va retrouver les deux menaces. Et le petit schéma qui est là, voilà, qui est un schéma très réducteur de notre démarche, au point de rencontre et de départ des trois axes, il y a cette réflexion sur j'ai une cartographie du Covid, une cartographie de risque, foyer cluster, Covid-19, réduction du volume du marché, qui me permet effectivement, à partir de ces risques-là, de me poser la question d'organisation dans la structure en intégrant les risques dans un travail collectif. La pérennité de la structure, c'est d'introduire à l'intérieur des dimensions financières, des outils, et notamment des outils du management socio-économique qu'on appelle coût de performance caché. Et donc, j'ai là une consommation de marge habituelle que je vais pouvoir réinvestir dans la marche de l'entreprise. Et puis, l'autre point qui est extrêmement, quand je mobilise des collectifs, je rentre dans l'être bien au travail. Et donc, autre point important, le partage des résultats. Et là, je vais vers ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Cet ensemble-là s'appuie derrière sur tout un ensemble d'outils méthodologiques. Nous avons nos propres outils, mais la plupart du temps, avec les entreprises, nous allons chercher leurs outils qui existent déjà. Et derrière, on fait plus de la transformation parce que c'est l'outil approprié par l'entreprise qui est efficace, ce n'est pas celui du consultant. Et donc, cette cartographie à partir de la criticité initiale des risques permet de peser la performance de chaque session, parce qu'on va se poser la question de dire, si j'engage telle et telle action, comment elles impactent sur le risque? Qu'est-ce qu'elles réduisent? Combien elles me coûtent? Combien je gagne? Et ça permet effectivement de faire des choix pertinents, collectifs. Et ça, c'est important, parce qu'il dit collectif dit mise en œuvre quasi immédiate, et certainement beaucoup plus pertinent parce que partagé par l'ensemble des acteurs qui sont ceux qui ont la connaissance des risques. D'accord, mais là tu parles comme un livre un peu. Il y a, moi, dans mon entreprise, il y a urgence dans ma structure. Ma trésorerie n'a jamais été aussi basse, donc j'ai pas le temps et puis j'ai pas les moyens. Alors, j'aime bien le domaine du temps. C'est bien, la performance n'est pas d'arriver vite dans le mur, c'est de l'éviter. Mais oui, ça prend du temps. Et alors j'avais plusieurs exemples, mais en discutant, je me disais, quand les pompiers interviennent sur un feu, dans l'industrie, on va prendre ce cas-là, il y a une stratégie de départ. Et on est dans l'urgence. Hein, on peut avoir des risques d'explosion, etc. Mais ils arrivent dans un domaine inconnu, sur lequel ils sont entraînés. Ils ont des données, mais ils ont besoin de savoir ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a une équipe qui va faire ce qu'on appelle, je n'ai plus le terme exact, mais l'exploration de l'événement. Et ce n'est que lorsqu'elle a fini ce travail et que l'autre équipe a travaillé sur les documents, les informations qu'ils ont pu glaner, qu'on commence à bâtir une stratégie de lutte contre le feu. Parallèlement, il y avait quelques tuyaux qui ont été déroulés, mais on ne va pas faire n'importe comment. Donc là, c'est un peu la même chose. Je prends aussi l'alpinisme que je pratique et qui est un sport qui présente un certain nombre de dangers. Eh bien, une course, ça ne s'improvise pas. On est obligé, si on veut aller et atteindre le sommet, de composer avec un certain nombre d'environnements, d'être sûr qu'on ne prendra pas l'orage, qu'on terminera dans les temps, que
l'état de la montagne est suffisamment sécuritaire, puisqu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on ne peut plus trop grimper à partir de mi-juillet et début août. Donc tout ça, ça ne s'improvise pas. Et donc, à l'intérieur de l'entreprise, il va falloir balayer tous les champs d'activité de la structure et ses moyens techniques et humains. Pardon, je reviens un peu. Et donc, nous allons opter pour des outils que nous vous avons précités par nécessité de performance. Donc, le pilotage de la migration est le point clé de la démarche. Et la mobilisation des acteurs dès l'analyse initiale crée l'implication. Donc, ce terme est une incantation permanente, mais la seule manière efficace d'impliquer, c'est que les gens soient acteurs et de l'analyse, de la recherche des solutions, de l'évaluation des solutions, de la sélection des évolutions, participent au pilotage des actions. Et ça permet effectivement d'être bien plus rapide, c'est-à-dire que le temps qu'on a pris d'analyse, on va le gagner dans la mise en œuvre. Ok, là, simplement, on va mettre un peu des conclusions là-dessus, mais si je ne passe pas par ce processus et que je reste toujours dans l'instantanéité de la décision et de son application, d'abord relève plus d'une satisfaction à réduire l'anxiété de celui qui prend la décision qu'une véritable adaptation à la réalité de l'enjeu. Et c'est parce qu'on n'a pas de temps à perdre qu'il faut investir, en conclusion, dans la connaissance, l'évaluation des problèmes avec l'ensemble des acteurs pour gagner en vitesse d'adaptation à la situation. Et c'est reprendre ce que l'on a vu par l'initiative des citoyens dans la ville. Donc cette initiative et cette capacité, elle doit rentrer à l'intérieur de l'entreprise pour la gestion de la crise et pour le futur. Oui, il faut impliquer tout le monde et bien faire la différence entre ce qui est le travail prescrit et le travail réel. C'est toujours une source de mécontentement et de risque psychosocial. D'autant plus que ce travail réel maintenant sur le terrain est encore plus impacté et prend encore plus de distance avec le Covid-19 que le travail prescrit. Là, tu nous redonnes un petit peu d'espoir. Alors, avec ton expérience de 25 ans de consulting, tu vas sans doute nous donner la solution miracle. Ah, j'ai une baguette magique, ça marche. Bon, plaisanterie mise à part, il n'y a pas de solution miracle. Chaque structure a sa propre solution. Et les solutions, elles dépendent de l'histoire de la structure, de leur culture et de leur contexte. C'est-à-dire que vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans une structure. Cette structure, elle a un fonctionnement qui lui est propre. Et quand on fait venir un consultant, il n'a pas la connaissance intime pour prétendre à dire voilà ce que vous devez faire. Par contre, on a besoin d'un intervenant extérieur, enfin c'est notre avis, on travaille pour notre boutique, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on apporte? D'abord, un dépassement des limites que se donnent les acteurs de la structure. Il y a une sorte de plafond de verre sur des choses qu'on ne peut pas dire, sur lesquelles on dépasse soi, ou une imagination qui se trouve bloquée. Donc c'est aussi apporter du supplément d'imagination. On apporte aussi, et ça c'est très important, la facilitation dans le partage des diagnostics et des solutions. Et ça c'est très fort quand on fait de l'analyse de risque et de l'évaluation des risques en équipe. L'expression des risques qui est collective amène effectivement le partage et le partage aussi des solutions. La mise en œuvre réelle de l'intelligence collective. Et notamment, on va être dépasser les cadres hiérarchiques qui parfois sont un peu lourds. Et puis on a une autre position qui est une position de profane. Il nous arrive de proposer des choses qui sont peut-être absurdes à première vue, mais qui vont être aussi un déclencheur d'imagination dans l'entreprise, qui va passer de l'absurde à quelque chose de pertinent. Donc le consultant fait partie aussi de cet enjeu, il est à l'intérieur. Il est utilisé, et ça c'est le rôle de la direction, de positionner le consultant dans le projet de la structure, avec des objectifs d'utiliser ses compétences dans des actions positionnées dans le plan d'action. Donc, il n'est pas là, c'est pas lui le pilote, il est piloté par l'entreprise. Et
l'intérêt, effectivement, d'utiliser l'outil du management socio-économique, c'est que, effectivement, c'est des outils qui permettent de fixer des objectifs intermédiaires, de signer des contrats avec des équipes sur dire voilà ce qu'on se prévoit, voilà ce vers quoi on va tendre, vers quel résultat, mais aussi qu'est-ce qui est donné en retour avec ce résultat. Et ça donne de l'adaptabilité aux évolutions des situations. Enfin bon, on va quand même aider par du conseil. Et c'est souvent effectivement les ressources qui nous ont amenés au pied d'un problème qui peuvent nous permettre de nous en sortir à condition qu'on les mobilise. Et très souvent, on ne sait pas les mobiliser ou on n'ose pas les mobiliser. Mais, je pense que tout le monde doit se rassurer. On a tous les ressources en nous pour trouver une solution à nos problématiques. Alors, pendant cette période, justement, tu vas nous apporter un conseil. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire par rapport au management des collaborateurs de nos structures? Alors, il y a des choses qui sont mises en place, je pense, naturellement. C'est que avec les redémarrages à effectifs réduits, on a augmenté la confiance dans chacun des collaborateurs. Et dans les faits, la confiance est assez grande dans les entreprises. D'ailleurs, on mélange souvent confiance et puis on se met dans la méfiance et quand ça ne va pas, on ne fait plus confiance. Donc, le point clé, on est confiant. La baisse de l'activité va être significative. Donc, en tant que dirigeant, notre question, c'est est-ce que je dois licencier? Ou, autre question, il faut qu'on sorte des sentiers battus. Quoi qu'il en soit, je conserve mes équipes. Ça veut dire effectivement que nous proposons un engagement dans un processus qui a pour conséquence de positionner les collaborateurs en acteurs de la vie ou survie de l'entreprise. Et pour cela, il faut élargir le champ des possibles. À partir du moment où les salariés sont mobilisés, il est possible de poser la question de la baisse du CA. Que devons-nous faire? Et il est important à ce stade, bien sûr, que le CSE soit mobilisé, mais il faut savoir dépasser, je crois, nos limites en posant autrement la question, comment équilibrer les moyens financiers de l'entreprise, de la structure, et conserver ses acteurs. Et quand Ariscan parle de ça, nous avons choisi, quand on a créé notre entreprise, des associés, que nos collaborateurs, quelle que soit leur position dans l'entreprise, connaissent la situation financière en permanence dans l'entreprise. On l'a vu sur l'ensemble des éléments, y compris les salaires des gérants, etc., etc. Et ça les rend plus intelligents, et ça les rend plus participatifs, et ça les rend plus pertinents. Et donc, dans un cadre réglementaire, il va falloir s'engager à payer un temps de travail, peut-être inférieur à la norme, temporairement, pour une rémunération adaptée, le tout validé dans un accord partenarial et conditionnel. Mais ça veut dire aussi que, je vais revenir au mot confiance des débuts, c'est qu'on se met dans une vraie confiance et on essaie de donner confiance aux salariés et on les rend encore plus acteurs de la sortie réussie de l'entreprise. Chers camarades. Je te confirme, il y a une grande transparence chez nous qu'on arrive à assumer. Alors, ce futur, tu l'imagines comment? Alors, le futur, c'est la suite à la résistance à la pandémie. Et bien, à partir du moment où on met en place cette résistance en mobilisant les équipes, en étant imaginatif, en structurant la démarche, eh bien, il ne faut surtout pas se priver d'imaginer l'avenir ensemble. Alors, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Parfois, on rêve, on dit on va faire la révolution, on sait que la révolution n'arrive jamais. On ne fait que de la transformation, de la mutation. Et je crois effectivement que dans l'avenir, on ne peut pas mettre à l'écart les enjeux sociétaux et environnementaux. Ils seront toujours présents et il faut les inclure comme les enjeux, comme les enjeux de demain. Nous avons commencé à travailler dessus. On a au niveau d'Ariscan un partenaire qui est spécialisé en RSE. Et nous-mêmes, on se pose des questions et on s'est posé des questions parce qu'on a transformé notre travail. On est en activité partielle
Et cette activité partielle nous a amené à travailler à distance avec des clients, peut-être à changer quelques modèles et modes de fonctionnement, moins de déplacements et un peu plus de visio, comme on est en train de faire en ce moment. Et donc, il faudra que nous conseillons de continuer de pérenniser une démarche qui mobilise l'ensemble des acteurs. Voilà. Et donc, en incluant tous ces enjeux RSE, mais qui sont aussi bien dans les procédés. Aujourd'hui, on s'est séché en consommant moins d'énergie, on sait faire évoluer, mettre de la souplesse dans des systèmes automatisés. On a des données qui sont un peu plus disponibles, on a de plus en plus de données. On peut transformer le management, c'est important de le transformer. Peut-être une autre écoute avec les clients. Donc tout ça, c'est l'imagination de l'entreprise. L'entreprise, elle est capable de le faire. Nous-mêmes, on se pose des questions. Ariscan, deux des associés d'Ariscan ont commencé à travailler sur la gestion globale des risques en partir tous les deux. Enfin, on s'est rencontrés dans les années 90. On aurait aimé faire plus vite, mais il y avait toute une maturation du marché à faire. Aujourd'hui, on considère que le marché est mûr. Et puis également, eh bien, quand on a construit ça, on s'est posé des questions et c'est pas par hasard qu'on s'appuie sur les techniques du management socio-économique pour la mobilisation des troupes. Donc je crois qu'il faut dire quand on traverse des crises, on a un moment difficile à passer. Je suis pas sûr qu'il soit mauvais, parce qu'à partir du moment où les équipes sont mobilisées, il y a une dynamique de groupe, il y a un enthousiasme qui peut se créer. Et derrière, eh bien ouais, l'entreprise avec une autre façon de travailler, une autre façon d'être sur son marché, une évolution de ses produits, et des gens qui, quand ils passent la porte de leur entreprise, disent je trouve peut-être pas le bonheur au travail, mais je sais que j'aurai un moment pendant ce temps de travail, j'aurai des moments agréables. Et j'ai confiance en mon entreprise. Voilà. Pour finir et conclure sur notre approche. Et je crois qu'on va passer, j'étais un peu long, j'ai pris 5 minutes de trop, mais on va passer aux questions. Oui, ça c'est alors. On vous écoute. Jean-Max, merci beaucoup. Bon, on se connaît depuis 17 ans. C'est vrai que tu prends toujours 5 minutes de plus, mais c'est toujours un plaisir de t'écouter enrichissant. Voilà, alors vous retrouverez certains slides avec l'équipe et voilà. Donc, on en a fini de ces 10 questions. Donc maintenant, la parole est à vous et pour vos remarques, pour vos témoignages ou vos questions. Oui, alors on a effectivement encore un petit quart d'heure à passer ensemble, si vous le voulez bien. Il n'y a pas forcément eu de réaction pendant votre présentation. Par contre, moi, j'ai noté quelque chose que vous faisiez chez Ariscan, c'est partager votre situation financière. Ça, c'est quand même assez rare. Mais dans l'idée, vous dites il faut être transparent sur la situation financière de l'entreprise. C'est bien ça ce que j'ai bien compris? Alors, je suis celui qui a réuni l'ensemble des associés et j'ai toujours eu une vision de l'entreprise. Il n'y a pas je pense qu'en France, on est toujours dans une visibilité de confrontation. Et cette visibilité de confrontation entre syndicats et direction, c'est une longue tradition. Moi, je la base au moment de la Commune de Paris de 1870. Mais après tout, si je suis sur un marché, je gagne de l'argent sur un marché, mais je le gagne avec mes clients. Et quand on regarde l'évolution des normes, notamment quand on a créé le marché européen, la concurrence libre et non faussée, donc tout le système de certification pour garantir, etc., ça veut dire effectivement que on a commencé à arriver dans un domaine effectivement de gestion de risque et dans un domaine où, pour gérer le risque, il faut avoir la visibilité. Et si je prends le risque managérial, je suis persuadé que quand on a cette visibilité au niveau de l'entreprise, alors il peut y avoir des moments où des choses sont invisibles quand on a des partenariats un peu critiques et qui peuvent présenter un risque s'il y a une sortie hors de l'entreprise. Mais
aujourd'hui, on est dans un monde, on est au XXIe siècle, on est dans un monde de gens intelligents. Et pourquoi ne pas leur faire confiance? Et par expérience, ça crée une vitalité. Et quand on prend des décisions, quand on annonce des points de vue, nos collaborateurs peuvent les discuter, mais on peut les partager. Et de manière étonnante, comme l'intelligence collective est quelque chose d'important, c'est que la force de l'intelligence collective, c'est y compris de partir d'opinions très très différentes. Si on associe ça avec une évaluation des risques, on arrive à trouver un partage sur l'évaluation des risques et les solutions. Et après, il est normal que dans le fonctionnement de l'entreprise, il y ait des syndicats, que ces syndicats soient revendicatifs, parce que le regard d'un dirigeant n'est pas seulement, il est d'abord tourné vers le marché, vers la réussite de l'entreprise, et parfois il oublie la dimension sociale. Mais cette dimension sociale, on a besoin d'acteurs qui viennent nous la rappeler. D'accord, merci. C'est partie de la dynamique de l'entreprise. Du moins, tant que je serai associé chez Ariscan, c'est quelque chose qui existera. En tout cas, vous insistez beaucoup sur la mobilisation collective de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, hein. C'est quelque chose que je retiens de votre présentation. Alors, c'est un point, la mobilisation. Alors, moi, je l'ai pratiqué, j'ai eu la chance, dans ma carrière, de commencer dans l'industrie et de me retrouver dans des situations où j'ai eu à engager d'énormes améliorations sur des sites industriels. J'avais une fonction QSE, enfin élargie, et en fait, je n'avais aucun pouvoir. Et c'était très bien. Et chaque fois, je disais, mais cette situation qui est particulièrement dangereuse ou qui nous fait perdre beaucoup d'argent, eh bien, je ne sais pas, je ne connais pas les remèdes. Par contre, je sais avec vous les analyser. Et j'ai chaque fois fait mobiliser des ouvriers, enfin des acteurs du terrain autour de la table. Puis quelques années plus tard, j'ai fait une formation en ergonomie, un certificat en ergonomie, et j'ai rapidement évalué que le travail réel est différent du travail prescrit. Et on écrit rarement la réalité du travail. Et ces derniers temps, on a travaillé sur une démarche qui s'appelle Synthé et Performance dans l'agroalimentaire. Et on a pu mettre avec des dirigeants d'entreprises agroalimentaires que si on confie l'analyse de la réalité du travail aux salariés, d'abord on découvre qu'il y a bien plus de postes de travail, que parfois on a raté, quand on est dans l'agroalimentaire, des séquences dans le procédé et donc une analyse HACCP incomplète, mais également ça permet effectivement de remonter tout un tas d'organisations propres à l'atelier. Et la fierté des opérateurs, c'est effectivement de le dire, de l'écrire, de trouver les solutions. Et le final, c'est qu'ils en sont contents. On gagne un peu plus d'argent. On peut toujours discuter des augmentations parce que ils vont gagner, mais parfois même l'encadrement est très content. Et ce côté de mobiliser les acteurs sur cette réalité des risques tels qu'on les connaît, ça crée énormément de performance et ça crée de la confiance, ça crée de l'envie de travailler. En France, on a signé un accord dans le cadre de la réforme des retraites, un accord sur la qualité de vie au travail. Cet accord sur la qualité de vie de travail, il a été associé, enfin, on a associé la réforme des retraites à cet accord sur la qualité de vie au travail. Et la qualité de vie au travail, c'est pas mettre une table de ping-pong dans l'entreprise, c'est de parler du travail et de rentrer dans le travail réel. Excusez-moi, oui. Je suis pas... Pas de souci. Je vois l'heure qui tourne. Là-dessus, je peux apporter un complément parce qu'effectivement, avec Jean-Max, on a développé ça. Moi, quand j'étais opérationnel dans l'industrie automobile en tant que responsable de production, Jean-Max avait animé avec moi des chantiers formation-action. Le but était de supprimer les risques des postes de travail.
Donc, on faisait participer les opérateurs, on faisait participer les opérateurs des 3 équipes, équipe du matin, équipe d'après-midi, équipe de nuit, des techniciens, des membres des partenaires sociaux. Et l'intérêt était de libérer la parole, d'arriver à un consensus aussi sur les modes opératoires qui faisaient gagner de l'argent, qui faisaient gagner de la productivité et en plus, bien sûr, ce qui était recherché à la base, c'était de supprimer les premiers soins et les accidents de travail. Et ça, on y arrivait parce que il n'y a que les gens sur les machines qui savent où ça fait mal, où ils peuvent se blesser. Donc, on supprimait ça. Et en plus, comme la parole était libérée, qu'enfin quelqu'un les écoutait, qu'ils y participaient, ils disaient, ben, là, on perd de l'argent, là, on fait des rebuts, là, on fait des choses. Et leur travail réel au quotidien était transformé en travail prescrit et on obtenait effectivement une satisfaction et c'est qui n'était pas forcément vénal, parce que les gens comprennent bien qu'on ne peut pas augmenter les salaires ad libitum. Et une satisfaction de venir travailler, d'avoir participé à cet effort collectif. Merci. On a une question sur les risques psychosociaux. Comment gérer ces risques dans un contexte aussi incertain? Si vous pouvez répondre rapidement, parce qu'on arrive bientôt au bout de l'heure. Oui, alors ça va être plutôt ma partie. Justement, on est dans un groupe je fais partie d'un groupe de travail d'IPRP en région Rhône-Alpes. On est en train de travailler là-dessus. C'est assez intéressant. Les risques psychosociaux, ils vont être augmentés. Ils vont être augmentés par cette peur, effectivement, dont parlait Jean-Max tout à l'heure, de se confronter à un virus, de ramener ce virus, la confiance dans les lignes de management, la différence entre le travail réel et le travail prescrit. Alors, au niveau des risques psychosociaux, je pense que c'est important quand on redémarre l'activité de réunir tous les gens et de parler. Justement, de laisser la parole. Quelles sont vos craintes? Quelles sont vos peurs? Qu'est-ce que ça a été pendant le confinement? Parce qu'on se retrouve souvent avec 3 populations. Des gens qui sont restés au travail pour maintenir l'outil ou pour produire à minima. Des gens qui ont été en chômage, en activité partielle. Et puis des gens qui ont été en télétravail. Et ce qui est important, c'est que chacun s'exprime devant les autres de manière à ce que libérer la parole déjà, et aussi qu'il n'y ait pas de comment dire de doute sur ou de non-dit sur le fait toi t'es venu, moi je suis venu, j'ai bossé, toi t'étais chez toi tranquille, tu faisais rien, et puis l'autre était en travail partiel, tu penses qu'il a foutu, enfin voilà. Je pense que c'est important de réunir les gens et d'ouvrir la parole sur ce point-là. Et puis, bien sûr, la mise en phase du travail prescrit avec le travail réel, parce que de toute façon, on va rester, on va s'inscrire dans ces types de fonctionnement en mode dégradé, mais un mode dégradé qui va devenir un mode quasi permanent. Et il y avait un ergonome qui fait partie de notre groupe qui disait on peut presque amener les outils qu'on utilise pour le maintien dans l'emploi des salariés handicapés, on peut presque aujourd'hui les adapter au maintien dans l'emploi des personnes en bonne santé, mais avec cet élément de Covid. Alors bien sûr, le risque psychosocial, va falloir le mettre à jour dans le document unique, mais je pense que sur ces aspects-là, énormément de communication. D'accord, très bien. Je ne sais pas, sur Ecobiz, il me semble qu'on a déjà mis des choses par rapport au document unique, mais peut-être qu'on pourra compléter. On avait une autre question sur la gouvernance. Quel est l'impact de la mobilisation des acteurs sur la gouvernance? Alors, je pense que ça amène un champ de réflexion aux dirigeants d'entreprise, ça amène un champ de réflexion beaucoup plus large. Alors je parle dans les faits, la transformation managériale qu'on amène pose des questions, des questions de fond. C'est notamment si on avait une tendance à être très verticale. Alors déjà,
la difficulté pour un manager, c'est sa nature. On a des managers qui sont au départ des gens très verticaux et qui ont du mal à connaître et à se remettre en cause et avoir des temps, effectivement, où la décision va un peu moins vite, où j'ai peur qu'un certain nombre d'informations sortent de l'entreprise. Donc, effectivement, cette dimension gouvernance devient, je veux dire, on a des peurs derrière tout ça. Hein. Je pensais plus sur ces côtés peur que gouvernance en elle-même. De toute façon, une entreprise, elle a besoin d'un manager qui fixe un cap. Alors, nous, de notre côté, on a, alors jusqu'à l'année dernière, on était 3 à gérer l'entreprise. On a fait un choix. On maintiendra enfin, je pense qu'on maintiendra une gouvernance en équipe avec au moins un minimum de 2 gérants. L'avantage d'Ariscan, c'est qu'on est 4 associés, donc on a un peu plus d'éléments de décision. Ce qui se passe effectivement dans cette gouvernance, c'est que nous avons chacun un peu nos points forts, ce qui nous amène effectivement en termes de management, en termes de recherche, de développement, en termes de financement, en termes de stratégie, d'être très complémentaires les uns des autres. Et le fait d'avoir des salariés qui sont dans nos séminaires, on a un séminaire tous les 2 mois, puisque on n'a pas de bureau, hein, chacun de nous travaillons depuis son domicile. Donc nous avons une organisation adaptée à ce contexte. Donc tous les 1 mois et demi, 2 mois, nous avons un séminaire où on se regroupe pendant 2 jours. Ça nous permet effectivement d'alimenter nos réflexions et je dirais d'avoir effectivement une stratégie construite. Enfin, pour moi, elle me semble beaucoup plus pertinente. Et puis après, je vais dire quelque chose qui peut surprendre, mais on a ce qui est formel et informel. Et donc, on a tous besoin de discuter entre nous de ce qu'on fait, du contenu, comment on voit les choses. Et nos salariés, petit à petit, deviennent aussi ces acteurs-là. Donc, on a, effectivement, ça fait partie de la gouvernance. Il y a un problème de fond, c'est que, pas un problème de fond, mais un axiome qui est tout individu est intelligent. Et si je mets les conditions d'expression de son intelligence, ça sera toute l'équipe qui sera encore plus intelligente. Voilà, je peux dire ça comme ça, c'est ça notre gouvernance, c'est la base de notre gouvernance. Très bien. Et le reste, ça se déroule par rapport à des objectifs, etc. Voilà. Je vais juste, Agnès, prendre 2 secondes pour, par rapport à la question précédente sur les risques psychosociaux, me rappeler que l'ANACT avait lancé au tout début de la période Covid un questionnaire en ligne pour l'ensemble des salariés de France, voilà, et pour sortir une analyse de ce qui se passait à chaud. Et il y avait aussi la possibilité de les solliciter pour avoir ce questionnaire sur une entreprise, sur un focus sur une entreprise. Donc, je pense que ça peut être une bonne chose pour l'interlocuteur qui se posait la question. Pas hésiter à contacter l'ARACT Rhône-Alpes. À mon avis, ils ont des outils, ils peuvent vous accompagner là-dessus parce que c'est une de leurs missions aujourd'hui prioritaires. D'accord, parfait. Alors, juste pour conclure ce webinaire, on voulait vous dire 2 mots sur ce que peut proposer la CCI en complément. Alors, j'ai ma collègue Nathalie Gucciardi. Attendez, hop, que je débloque son micro. Voilà, Nathalie, normalement, on t'entend. Je te passe le diaporama. Voilà. C'est bon pour le diaporama? Voilà. Oui, de toute façon, je l'avais ouvert aussi en parallèle. Très bien. Bon, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre intervention déjà, donc très intéressante et effectivement qui nous fait rebondir sur beaucoup de choses. Donc je crois qu'on pourrait en parler tout l'après-midi et échanger sur ce que cette crise a généré dans les entreprises. De notre côté, donc moi je suis responsable de la formation continue à la CCI de la Drôme et parallèlement aussi animatrice de la communauté Ecobiz ressources humaines management.
Donc, on a eu un gros travail d'écoute des entreprises et on a aussi revu, adapté notre offre de formation au contexte. Donc, en travaillant avec nos équipes de formateurs, d'experts, ce que vous avez évoqué sur tout ce qui est la mise à jour du document unique. Alors, peut-être si tu peux juste peut-être faire défiler Agnès, comme ça, voilà. Comme nous intervenons donc sur des formations à la fois en sécurité réglementaire, ressources humaines, management, et bien d'autres, droit social, etc. Tout était adapté, je dirais, ou à revoir à la lumière donc de cette crise sanitaire. Donc, ce qui nous a aussi du coup amené à faire, c'est de pouvoir proposer ces formations non plus en présentiel, puisque de toute façon nos centres de formation étaient fermés, mais en distanciel, donc comme nous le faisons actuellement. Donc on a développé de nombreux modules et on en a déployé et donc mis en application certains pendant cette crise. Donc pour faire court, parce que de toute façon vous aurez les éléments et je ne vais pas tout détailler, mais donc l'idée, c'est de vraiment prendre en compte, de déjà bien préparer l'entreprise à la reprise. Donc Agnès va aussi parler d'une checklist qui a été développée par les CCI. Donc ça, c'est important. Et donc de préparer ses collaborateurs, de préparer son environnement. Donc on a des formations, on aura aussi des webinaires à proposer pour prévenir justement ces risques psychosociaux, réadapter un peu tout le monde à reprendre le chemin du travail. Et si ce n'est pas le cas, parce que tout le monde ne va pas pouvoir reprendre le travail tout de suite, puisqu'il y a aussi des problématiques de garde d'enfants, de santé et autres. Du coup, ça va impacter aussi le management, ça va avoir une incidence sur ce que vont devoir faire aussi tous les responsables ressources humaines. Il va falloir accompagner le changement, il va falloir fonctionner différemment. Donc nous avons déployé, donc déjà nous avions certains modules qui existaient, comme animer des réunions à distance, on l'avait déjà, piloter, accompagner le changement, nous l'avions déjà, mais là on le met à la lumière donc de cette crise et de cette reprise que nous espérons globale pour tout le monde, que tout le monde pourra profiter de cette reprise et que voilà, on sera de plus en plus nombreux à être dans nos lieux de travail. Donc avec ces modules en distanciel, sur des volumétries aussi adaptées, puisque on ne peut pas faire une formation de 7 heures en visio comme ça, c'est ingérable, c'est pour tout le monde et notamment pour ceux qui écoutent. Donc en faisant une autre planification, en allant à l'essentiel, nos formateurs sont formés pour dispenser des formations à distance. Donc voilà, vous avez une partie de la liste, puisqu'il y en a d'autres. On en a élaboré une 50aine pendant cette crise. Et puis, reste aussi les formations présentielles, puisque notre centre a aussi ouvert ses portes depuis le 11 mai. Mais en tout cas, ce sont des thématiques que nous abordons depuis de très, très, très nombreuses années. Voilà, merci. Très bien. Donc, merci, vous avez Nathalie. Un petit contact en bas si vous avez besoin d'infos complémentaires. Et puis, Agnès fera le relais de toute façon. Voilà, et on le mettra sur Ecobiz aussi, je pense, parce que ça peut effectivement compléter tout ce qui a été dit aujourd'hui. Pour finir, j'ai 2 dernières diapos à vous présenter, parce que les CCI ont effectivement travaillé à une offre pour les entreprises et notamment en vue de la reprise d'activité. Donc, vous avez évidemment tous nos collègues qui sont joignables par téléphone, par mail. Notre site internet qui recense qui continue de faire une veille notamment sur les aides aux entreprises. Je vous ai remis les liens pour commander des masques, donc que ce soit des masques jetables ou lavables. La checklist de reprise, Nathalie en a dit 2 mots, c'est un questionnaire d'auto-évaluation en ligne qu'on vous conseille de mobiliser, parce que de toute façon, ça vous prendra quelques minutes et c'est gratuit. Et l'idée, c'est de vous donner plein de conseils par la suite. Et puis, sachez qu'il y a toujours des programmes d'accompagnement qui sont possibles, notamment sur la stratégie, le commercial, gestion financière, numérique, RH international, etc. Et que dans ce contexte si particulier, il existe des programmes flash qui sont mobilisables d'ici cet été. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis enfin, je vous ai mis des liens vers des bourses d'entraide
notamment une bourse locale interentreprise qu'on a montée sur la Drôme, sachant qu'on travaille aussi au niveau régional. L'idée, c'est de proposer à la fois des équipements de protection, mais également des services, voire d'autres besoins d'approvisionnement. Voilà. Et puis, on travaille également sur la cartographie des commerces et puis sur l'export, si ces sujets vous intéressent également. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de tout ce qu'on voulait aborder avec vous. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a dépassé un tout petit peu le timing. En tout cas, merci beaucoup de votre participation, de votre écoute. Et puis, écoutez, on partagera donc à la fois les supports et le replay avec vous. Voilà, merci encore à tous. À bientôt. Merci, au revoir.